remonter trop loin au Moyen-Âge où il y avait déjà des petits services publics locaux. Avant la Révolution française, la fonction publique, c'était essentiellement des charges vénales qui étaient distribuées par le roi. Cela lui rapportait finance et en même temps, il donnait des honneurs et des pouvoirs. La Révolution française a voulu supprimer ce qu'elle considérait comme des privilèges. Mais bien entendu, elle n'a pas eu le temps de réformer en profondeur les serviteurs de l'État et des collectivités publiques. Ce qui fait que pendant près d'un siècle et demi, le 19e siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la fonction publique a été dominée par l'idée que les agents de la fonction publique étaient des gens qui, à part les grands corps, étaient des gens qui obéissaient et qui servaient d'une manière qu'ils ne devaient pas contester. Alors les grands corps dominaient et les conseillers d'État, par exemple, pouvaient aussi s'investir dans les chemins de fer, les assurances, les banques. Ils ont participé à l'essor industriel en même temps qu'ils étaient conseillers d'État. Et lorsque les conseillers d'État ont finalement vu leurs privilèges à leur tour réduits, les agents publics des niveaux inférieurs ont commencé à demander des garanties et à bénéficier de droits qui avaient été, dans une certaine mesure, accordés aux travailleurs du secteur privé, mais dont eux n'avaient pas bénéficié parce qu'on pensait qu'ils devaient avant tout obéir et c'est tout. Donc il y avait d'une part les grands corps qui avaient des pouvoirs très larges, et puis une masse d'agents publics qui avaient du mal à se faire une place. Lorsqu'ils ont commencé à réagir, eh bien, le pouvoir exécutif a voulu les mettre au pas et les a menacés de leur appliquer un statut. Un statut qui aurait été un instrument de discipline en quelque sorte. Donc les organisations représentatives ont dénoncé cette menace qui était brandie comme une section de toute impertinence de leur part. Et ils ont dénoncé pendant un siècle et demi ce qu'ils appelaient un statut carcan. Et de fait, si on peut dire, même si entre-temps les fonctionnaires ont acquis un certain nombre de garanties comme la communication du dossier, comme le droit à intervenir malgré tout dans le cadre de leurs associations, eh bien, ils ont subi cette menace. Et ils ont eu beaucoup de mal à acquérir les garanties qui aujourd'hui font partie de leur situation sociale. Et la conclusion, ça a été que le premier statut des fonctionnaires a été un statut qui relève d'un texte de Vichy, du 14 septembre 1941, et qui, bien entendu, est marqué par l'idéologie et la pratique du gouvernement de Vichy. Il a été peu appliqué. Lorsqu'il y a eu la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis la libération, la question s'est posée de savoir quelle situation on faisait aux fonctionnaires. Et les organisations syndicales, c'était essentiellement la CFTC et puis la Fédération Générale des Fonctionnaires relevant de la CGT, qui était représentatif, restait sur l'idée d'un contrat collectif qu'il fallait conclure. Le contrat était donc la revendication du mouvement syndical à l'époque. Et il y a eu un homme qui s'appelle Jacques Prujat, qui était un dirigeant de la Fédération Générale des Fonctionnaires CGT, qui a eu l'idée de faire part à son organisation que si on reprenait l'idée d'un statut qui, malgré tout, présente l'avantage d'être défini par la loi, mais qu'on lui donnait un contenu démocratique, est-ce que ça ne serait pas la meilleure solution? Il a eu beaucoup de mal à convaincre son organisation syndicale, mais il y est parvenu finalement. Il a réussi à convaincre le cabinet du ministre de la fonction publique de l'époque, Maurice Thorez, et finalement Maurice Thorez a pris en charge la défense d'un statut qui, à l'inverse de tout ce qui avait été dit sur la question du statut pendant un siècle et demi, eh bien, inaugurerait une phase démocratique et avec des garanties solides pour l'ensemble de la fonction publique.
Ça n'a pas été le projet Pruja qui en a gardé une grande amertume, qui a été repris, mais néanmoins, l'essentiel de l'acquis des garanties qui étaient souhaitées a été retenu. Et donc, on a, avec le statut du 19 octobre 1946, on a là le premier statut démocratique des fonctionnaires. Je note en passant qu'il a obtenu le soutien des deux grandes forces syndicales de l'époque, donc, qu'il a été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale constituante. C'était le dernier texte d'ailleurs qui a été voté avant que ne fasse irruption la 4e République. Et depuis, on est resté sur ce régime statutaire qui n'a pas été fondamentalement modifié par l'arrivée du général de Gaulle en 1958 au pouvoir, ni par le mouvement de 1968. Les garanties, pour l'essentiel, ont été conservées. Il y avait 145 articles dans le statut de 1946. Il n'y en avait plus que 57 dans le statut que le général de Gaulle a introduit dans l'esprit du précédent en 1959. C'est une ordonnance du 4 février 1959. Et malgré tout, les fonctionnaires ont gardé la même situation sociale. Statut fondateur donc en 1946. Et on est arrivé en 1983 en se posant la question de savoir ce qu'il fallait faire. Et la transformation principale a été d'étendre l'application des dispositions statutaires au-delà des fonctionnaires de l'État, aux fonctionnaires des collectivités territoriales et aux agents publics des établissements publics hospitaliers. Il y a eu énormément ensuite de modifications, des centaines de ce que j'appelle des dénaturations du statut dans les années qui ont suivi jusqu'à maintenant, la plus importante étant la loi du 6 août 2019, sur laquelle sans doute on reviendra. Transformation fondamentale finalement qu'Anicet Leport vient d'évoquer, c'est le passage de fonctionnaire sujet à celui du fonctionnaire citoyen dans un statut démocratique. C'est le grand acquis de 1946 qui a été ensuite conforté et étendu en 1983. Et ça renvoie à des problématiques qui sont encore très actuelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a la tentation de demander aux fonctionnaires de non pas d'être un citoyen responsable qui agit de manière indépendante pour l'intérêt général, mais d'être un exécutant des politiques décidées ailleurs, c'est-à-dire au gouvernement, voire en d'autres lieux. Et la modification du statut que vient d'évoquer Anicet avec la loi de transformation de la fonction publique, c'est un des enjeux. Mais aussi toutes les tentatives qu'il y a de limiter la liberté d'expression des fonctionnaires. On a un sujet d'actualité, là, avec cet enseignant du lycée Joliot-Curie à Nanterre qui a été muté pour des raisons de service, pour l'intérêt du service, voilà, c'est ça la formule, sans qu'il ait pu se défendre, parce qu'il a une activité syndicale. C'est symbolique de cette tentative de revenir dans les faits sur ce qui fait le fondement et l'intérêt du statut, c'est-à-dire, encore une fois, la responsabilité du fonctionnaire qui n'est pas qu'un simple exécutant. Je pense qu'on peut résumer le statut dans sa forme originelle en 1983 par 4 choix. Le premier choix, c'est de s'inscrire dans la filiation du statut de 1946 qui, comme l'a dit Gérard, a caractérisé le fonctionnaire comme un fonctionnaire citoyen opposé à la conception du fonctionnaire sujet qui avait prévalu pendant un siècle et demi. C'est le premier choix, un héritage en quelque sorte. Le deuxième choix, c'est d'avoir affirmé le choix du système de la carrière, c'est-à-dire la vocation du fonctionnaire à vivre dans une mobilité choisie, qui ne peut être qu'enrichissement, pendant toute sa vie professionnelle, et d'être couvert par des garanties au nom de l'intégrité, de la neutralité et de l'efficacité de l'administration. Donc le choix du système de la carrière opposé au système du métier,
qui enferme en quelque sorte dans une qualification trop étroite un salarié au service de l'intérêt général. C'est le deuxième choix. Le troisième choix, c'est puisqu'on avait décidé d'étendre les garanties statutaires au personnel des collectivités publiques et des établissements publics hospitaliers, c'est de savoir où il fallait mettre le curseur entre deux principes contradictoires de la Constitution. Premièrement, l'unité et l'indivisibilité de la République. Deuxièmement, la libre administration des collectivités territoriales. Ces deux principes peuvent être en position de confrontation dans de très nombreux cas. Donc il fallait trouver un équilibre entre les deux. Et l'équilibre a été trouvé par cette architecture qu'on a appelée la fonction publique à 3 versants, avec 4 lois qui l'ont mis en place. La première, c'était en facteur commun, en quelque sorte, pour l'ensemble des fonctionnaires qui aujourd'hui ont leurs effectifs qui s'élèvent à 5,7 millions d'agents. Les 3 autres lois déclinant pour les spécificités des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. On avait appelé le premier statut le statut fondateur, on a appelé le deuxième en général le statut fédérateur pour cette raison. Et puis enfin, quatrième choix, le choix pas de valeurs, parce que les valeurs ont un caractère trop évanescent et donnent difficilement lieu à des textes normatifs et par là peuvent faciliter un certain arbitraire. Donc des principes. Le premier principe, c'est le principe d'égalité qui a sa référence majeure à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le deuxième, c'est le principe d'indépendance qui se réfère à un texte de 1834 sur l'état des officiers qui fait de l'officier le propriétaire de son grade. On généralise donc à l'ensemble des fonctionnaires. Le troisième principe, c'est le principe de responsabilité dont la référence est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc ce sont ces 4 choix qui caractérisent le fonctionnaire citoyen. On parle souvent des fonctionnaires comme des privilégiés, c'est un thème classique. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le statut, je dirais, n'est pas fait d'abord pour les fonctionnaires. Il est fait pour que cet ensemble qu'est la fonction publique, ce collectif qu'est la fonction publique, puisse travailler de manière à prendre en charge l'intérêt général et à assurer à l'ensemble des citoyens l'effectivité d'un certain nombre de droits fondamentaux. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, enfin, la liberté, etc. La sécurité, je ne vais pas tous les énumérer. Et ils sont censés le faire, et c'est ce que permet le statut, en respectant un certain nombre de principes fondamentaux du service public. L'égalité de traitement, la continuité, la pérennité de l'action publique, l'efficacité et la qualité du travail. Les droits qu'ont les fonctionnaires sont toujours articulés avec les besoins de la société. Il y a un exemple assez classique qu'on peut prendre. On dit souvent les fonctionnaires ont la garantie de l'emploi. C'est pas tout à fait vrai parce que je crois que le statut ne prévoit pas stricto sensu la garantie de l'emploi. Le statut prévoit la séparation du grade et de l'emploi. C'est ce qu'Anicet Leport vient d'expliquer pour les officiers. C'est-à-dire, un fonctionnaire a un grade, sa carrière va se poursuivre dans ce grade, quel que soit l'emploi qu'il occupe et l'endroit où il occupe cet emploi. À quoi ça sert, cette séparation du grade et de l'emploi ? Ça sert à une forme d'indépendance du fonctionnaire, qui n'est pas à la merci, si je peux dire, de l'autorité locale, du politique local, par exemple. Ça sert aussi à assurer la continuité de l'action publique et l'égalité de traitement. Parce que si le fonctionnaire a cette garantie, la contrepartie, c'est qu'il doit aller là où on lui dit d'aller, c'est-à-dire là où il y a des besoins, et pas seulement là où un contrat le lirait. Et ça, je le répète, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pas seulement l'intérêt du fonctionnaire. Le statut, il fait converger des droits
des obligations et des intérêts dans une conception qui est au service de la société, mais qui est au service de la société dans une vision d'intérêt général et une vision de long terme. Et par exemple, quand on pense aujourd'hui aux problèmes d'environnement, aux problèmes de climat, je suis tenté de dire que la fonction publique et le service public, puisque la fonction publique est étroitement liée à la conception du service public, sont des réponses et sont peut-être les meilleures réponses. Or, c'est ce type de choses qui est remis en cause et qui notamment est remis en cause par la fameuse loi dite de transformation de la fonction publique. Je résumerai cette loi comme autour de quelques grands axes. Le premier grand axe, c'est le développement du contractuel. Les contractuels, enfin, je n'ai rien contre le contrat. L'essentiel des salariés sont régis par des contrats. Mais le contrat, il lie un salarié à un employeur, à un lieu donné, à un moment donné. C'est-à-dire la question de l'intérêt général et surtout la question de la pérennité et de la continuité de l'action n'est pas bien résolue par le contrat, alors que le statut le résout. Donc on développe ça. Par ailleurs, en développant le contrat, on développe des recrutements et des personnes qui sont beaucoup plus à la merci de leur hiérarchie, beaucoup moins indépendants et donc beaucoup moins responsables. Ça va de pair avec une autre grande tendance de cette loi, qui est le développement de ce qu'on appelle le nouveau management public, qui consiste à réduire les garanties des personnels pour pouvoir mieux les faire obéir, tout bêtement, et pour les mettre en concurrence avec l'idée que la concurrence est un gage d'efficacité. Or, ni la précarité, ni la concurrence ne sont un gage d'efficacité quand on réfléchit en termes d'intérêt général et quand on réfléchit sur la durée. Cette loi a ceci d'essentiel dans sa nocivité, c'est qu'elle a comme idée centrale un alignement du public sur le privé. Seule l'entreprise privée et seul le contrat de droit privé négocié de gré à gré doivent constituer les références majeures pour toute la société, qu'il s'agisse du privé, du secteur parapublic ou des entreprises publiques et de la fonction publique. Je crois qu'il y a cette idée derrière. D'où les contractuels, avec la charge qu'ils représentent comme menace contre l'intégrité de l'administration et du fonctionnaire. Une troisième caractéristique aussi, c'est que si on rend tout fongible en quelque sorte, c'est-à-dire si le public et le privé c'est la même chose, ça donne au pouvoir exécutif un caractère discrétionnaire. On prend qui on veut pour le mettre où on veut. Et en dehors de tout cadre statutaire, qu'il s'agisse aussi bien du statut général des fonctionnaires que des statuts particuliers concernant les différents corps de fonctionnaires. Et cela, c'est très dangereux, à mon avis, à trois titres. Le premier, c'est que ça met de la confusion entre l'intérêt général et les intérêts privés. On l'a bien vu, le recours de pouvoir exécutif aujourd'hui aux consultants McKinsey, Capgemini montre bien qu'il n'y a plus de rigueur dans la définition de l'intérêt général. Intérêt général et intérêt privé, c'est un peu la même chose, il dit. Et ça, bien entendu, c'est une remise en cause des choses essentielles, des besoins fondamentaux et des caractéristiques plus générales de l'intérêt général. Le deuxième risque, c'est du fait du brouillage des finalités, il y a un risque de conflit d'intérêts. Finalement, on ne sait plus ce qu'est l'efficacité, est-ce que c'est le rendement, est-ce que c'est le profit, ou bien est-ce que c'est la satisfaction la meilleure des besoins sociaux. La troisième caractéristique, c'est que ça organise finalement, à partir de l'état actuel, une captation de l'action publique par les gens qui dominent, c'est-à-dire des forces économiques en général. Donc c'est une
destruction systématique de l'État statutaire et démocratique existant. Par ailleurs, ça a des conséquences particulièrement négatives sur le travail lui-même des agents et sur leur capacité à répondre aux besoins. Si on réfléchit un peu, on s'aperçoit que pour une action publique qui soit cohérente et efficace, on a besoin que les gens travaillent ensemble. Le statut, par les garanties qu'il offre, permet de travailler ensemble. Ce type de management ou ce type de recrutement de contractuels, je ne dis pas ne le permet pas, il ne faut pas exagérer, mais rend beaucoup plus difficile le travail en commun, surtout si on dit aux gens vous êtes concurrents entre vous et non pas solidaires. La solidarité, c'est une force, et c'est une force dans l'intérêt général. Il y a un bon exemple récent. Si vous regardez ce qui s'est passé à l'hôpital à l'époque du Covid, à un moment donné, les personnels, les soignants ont pris les choses en main. Ils se sont organisés, je dirais, indépendamment de la bureaucratie qui gère habituellement les hôpitaux. Ils se sont organisés et ils ont répondu efficacement aux besoins. C'est un exemple parlant, une illustration parlante de ce que je viens de dire sur l'efficacité du travail collectif et la nocivité de la caporalisation, de la bureaucratisation et de la mise en concurrence qu'impliquent les modifications du statut. Il a d'ailleurs évolué. Il y a eu des régressions, mais pas seulement. Il y a des défis à prendre en compte. Par exemple, la question des recrutements. Aujourd'hui, ce n'est pas le statut qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est l'absence de travail sur le long terme en matière de prévision et de gestion des personnels. Parce que c'est l'annualité budgétaire. On va prendre des décisions non pas en fonction d'une analyse des besoins sur le court, moyen ou long terme, mais en fonction du budget de l'année et de la nécessité de ne pas faire de déficit ou de ne pas dépasser un certain seuil de déficit fixé extérieurement. Ça empêche de répondre bien aux besoins. Et on le voit à l'enseignement. La crise actuelle de recrutement, elle n'est pas née comme ça d'une année sur l'autre. Elle est le résultat de ce type de gestion et du choix de développer les contractuels, bien évidemment. Il y a aussi à réfléchir à faire évoluer les choses sur le temps de travail. Il y a aussi à remettre de la cohérence entre les trois versants de la fonction publique. Ça, je pense qu'Anissé pourra le dire mieux que moi, mais petit à petit, la fonction publique territoriale s'est éloignée de la fonction publique d'État. Et en particulier, c'est le secteur où il y a le plus de recrutement de contractuels. Le taux de contractuels est le plus élevé dans la fonction publique territoriale. Et une partie des personnels, notamment les personnels de catégorie C, qui ont été massivement transférés de l'État à la territoriale, ne sont plus recrutés sur concours. C'est-à-dire sont recrutés, je dirais, à la tête du client, ou en tout cas en fonction du souhait des élus locaux ou des administrations locales. On a fait évoluer, il n'y a plus de corps. Enfin, je répète, ça s'est éloigné de la fonction publique d'État. Mais on a besoin de rapprocher les deux. Parce que la mobilité n'est pas un scandale, mais la mobilité, elle implique qu'il y ait comparabilité. Elle implique qu'il y ait une forme d'homogénéité. Dans le prolongement de ce que vient de dire Gérard, je voudrais revenir sur la notion de contrat. Le contrat, c'est quoi, par comparaison avec l'organisation d'une vie professionnelle sur le long terme? C'est demander un engagement circonscrit sur un projet, sur une mission, pendant donc un temps déterminé, qui ne lie les contractants que sur les termes du contrat. Et donc, c'est la référence sociale à l'entreprise privée. Or, il faut s'interroger, est-ce que les objectifs de l'entreprise privée, que l'on veut, dans le cadre du pouvoir actuel, généraliser, c'est la même chose que ce qui est pourtant mis en avant, l'intérêt général. Moi, je crois qu'il faut
s'interroger au fond. Le but de l'entreprise privée, c'est quoi? Quoi qu'on en dise. Pour ne pas utiliser le gros mot de profit, c'est le retour sur investissement. C'est, les économistes diront, le taux de rentabilité interne. Tout ça veut le dire, malgré tout, c'est la recherche du profit financier maximum. C'est donc une activité, lorsqu'elle est gérée par le contrat, qui est limitée à la forme spécifique qu'il a pris et qui est, je dirais, unidimensionnelle. La dimension, c'est faire du profit. En quoi c'est différent d'une action de fonction publique qui poursuit l'intérêt général? Les finalités ne sont pas les mêmes. Et même les gens qui s'attaquent au statut ne pourront le contester. C'est quoi? C'est la satisfaction de besoins fondamentaux. C'est la souveraineté nationale. C'est le modèle social. C'est l'ordre public. C'est la politique d'immigration, d'asile. C'est l'action pour la paix. C'est la place de la France dans l'ensemble du monde. Il y a donc un très grand nombre de dimensions, alors que l'entreprise privée est centrée sur une dimension, la poursuite de l'intérêt général est pluridimensionnelle et est donc d'une exigence bien supérieure à la première. C'est pourquoi ce serait un appauvrissement considérable de la vie démocratique et de l'efficacité sociale si on voulait ramener tous ces objectifs que j'ai cités, et il y en a bien d'autres, au titre de l'intérêt général, vers la conclusion de contrats. Ce serait un appauvrissement dans tous les domaines. Le président de la République actuelle avait dit, dans son état d'esprit de favoriser l'alignement du public sur le privé, il avait dit « le statut est inapproprié ». Mais ce qui est inapproprié, c'est le nouveau management public centré sur la recherche du profit financier et donc unidimensionnel. C'est ça qui est inapproprié pour la poursuite de l'intérêt général. Alors si on veut renverser le cours des choses, moi je crois qu'il faut partir de la réalité de ce qu'est la fonction publique et développer sur ce terrain. Je vois 3 caractéristiques qui le distinguent fondamentalement. Le premier, c'est que c'est une action collective. La fonction publique, ce sont des travailleurs collectifs associés qui assument des fonctions reconnues comme relevant de l'intérêt général. Alors ça suppose quoi? Ça suppose ce qui a été retenu dans le statut de 1983, le droit des organisations syndicales représentatives à la négociation. La conscience qu'on ne peut rien faire de bon dans un ensemble aussi vaste que celui des près de 6 millions de fonctionnaires si on n'a pas le soutien des représentants de ces fonctionnaires, c'est-à-dire des organisations syndicales ayant le pouvoir de négociation. Je crois que c'est la première chose. La fonction publique a un caractère collectif et exige la solidarité, comme l'a dit Gérard. La deuxième chose, c'est que la fonction publique a un caractère structurel. Ce ne sont pas des décisions à court terme qu'il faut prendre, mais c'est presque toujours des décisions court, moyen, long terme. Dans ce cadre-là, il faut se poser la question, bien entendu, de l'organisation de toutes les qualifications qui font la fonction publique. On a défini à la Libération des grandes catégories A, B, C, D, où étaient réparties ces qualifications, avec à l'intérieur de chacune de ces grandes catégories des sous-catégories qui étaient accrochées à des statuts particuliers et définissaient des corps spécifiques fonction de ces qualifications. Là se pose un problème. Ce classement des qualifications qui a été fait à la Libération a très peu évolué depuis. Alors que la technologie a évolué, alors que les besoins ont évolué, alors que les systèmes institutionnels ont évolué. Et on n'a pas bougé cela. Et ce sont les gens qui défendent la mobilité au sens du marché qui donneraient des leçons dans ce domaine-là? Non. Il faut donc, à mon avis, remettre en question ces classifications. Et cela vaut particulièrement pour des métiers comme ceux qui relèvent de l'éducation nationale. Et la troisième caractéristique de la fonction publique, c'est qu'elle entraîne des choix de long terme. C'est un non-sens de laisser la fonction publique se gérer sur la base de l'annualité budgétaire.
On a même vu il n'y a pas longtemps la fonction publique disparaître de la liste des ministères. Où elle se trouvait? Elle se trouvait au budget. C'est donc les choix que l'on fait d'une année sur l'autre qui vont nous dire de combien de professeurs des écoles on a besoin dans 15 ans? Non, certainement pas. Donc c'est en posant le problème sur ses bases rationnelles, la fonction publique, force collective, force structurelle, force à définir sur le long terme, qu'à mon avis, on fera un travail à la fois sain, c'est-à-dire efficace et démocratique. Je vais vous donner un exemple pour illustrer cette problématique long terme, court terme. C'est un exemple qui remonte à ma jeunesse, en 1977-78. À cette époque, on avait chez les enseignants des pré-recrutements. Il y avait ce qu'on appelait les IPES, les Instituts de préparation à l'enseignement de second degré. Le gouvernement a décrété un jour, sur la base d'études démographiques, qu'on n'aurait plus besoin de recruter d'enseignants pendant un certain nombre d'années. Et donc on a réduit drastiquement le nombre de postes au concours et on a supprimé les instituts de préparation. Sauf que ces études démographiques, elles négligeaient un élément qui était la montée de la demande d'éducation et donc des besoins d'éducation. Et de fait, on a connu une élévation générale progressive du niveau de qualification. Mais comme on avait coupé le robinet, on s'est retrouvé devant une crise de recrutement extrêmement grave, à peu près comparable à celle que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est d'abord le choix de faire des recrutements en pensant seulement au court terme et pas au moyen terme, pas seulement au long terme, au moyen terme, qui a abouti à cette crise. On a mis des années à en sortir. C'était mes débuts dans le syndicalisme, et je me rappelle de ça parce que c'était un dossier dont j'avais à m'occuper à l'époque. Je trouve qu'il y a à l'heure actuelle un défaut de propositions revendicatives fondamentales correspondant aux caractéristiques que nous venons d'évoquer, c'est-à-dire la fonction publique effort collectif, la fonction publique effort et réalité structurelle, et la fonction publique par nature doit être située dans le long terme. Et pour répondre à cette réalité, répondre de manière démocratique et efficace, à mon avis, il faut travailler beaucoup. Et je crois qu'il y a là un défaut de travail actuellement. D'abord, un travail théorique. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait discuter de la question « qu'est-ce que c'est qu'un service public aujourd'hui ?» Quelle en est la configuration? Quel est le périmètre? Service public régalien, non régalien? Service public parapublic? Quelle transformation faire correspondre à ces différentes de nature, en quelque sorte? Et ce travail, à mon avis, se réfère, je pense en particulier au Conseil d'État, à la définition du service public de la fin du XIXe siècle. Est-ce qu'on peut se contenter de ça aujourd'hui? Je ne le crois pas. Une deuxième question théorique est difficile. Si on pense que l'intérêt général est pluridimensionnel, tandis que l'entreprise privée est unidimensionnelle, il faut s'interroger sur ce qu'est l'efficacité sociale. L'efficacité sociale, c'est la manière de répondre de la manière la plus vigoureuse aux différentes dimensions qui caractérisent l'intérêt général. Elle s'oppose à la notion de profit, tout simplement. On voit d'ailleurs que le patronat n'y est pas insensible. Périodiquement, le MEDEF demande qu'on introduise dans le Code civil notamment l'idée selon laquelle l'entreprise privée servirait aussi l'intérêt général. Ils font là un travail théorique auquel il faudrait répliquer et dire davantage, en faisant des progrès en matière de calcul économique, mais aussi en matière de fonctionnement démocratique pour la définition des différentes dimensions et la manière de leur satisfaire. Je crois qu'il y a là beaucoup de travail à faire également. Il y a aussi un domaine qui, à mon avis, devrait être approfondi, c'est le domaine juridique. On a introduit dans le statut en 1983 l'idée que la mobilité était une garantie fondamentale. Pas une obligation, une garantie fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit choisie
Mais selon quelle modalité? On en connaît quelques-unes. La mise à disposition, le détachement, la disponibilité, etc. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin, de manière plus fine, pour que cette mobilité soit considérée comme quelque chose de séduisant? Je crois qu'il y a là un manque de dispositions juridiques qu'il faudrait combler. On dit, en tout cas moi je dis assez fréquemment, que la valeur centrale de la fonction publique telle que nous la concevons, c'est la responsabilité du fonctionnaire. La responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi? Alors, il y a déjà des dispositions. Le fonctionnaire doit effectuer les tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf ordre manifestement illégal et de compromettre gravement un intérêt public. Il n'est pas relevé de sa responsabilité par la responsabilité de ses subordonnés. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité d'un fonctionnaire? Moi, je pense qu'il y a là aussi un champ qui est ouvert, mais qui est loin d'être comblé. Et puis, il y a aussi un effort méthodologique à faire. Bien entendu, ce n'est pas le nouveau management public qui peut répondre à cette question de la gestion de la fonction publique. Le nouveau management public, il est sur l'axe de l'unidimensionnalité, c'est-à-dire sur la recherche du profit, du rendement financier, comme cela se pratique dans le privé. Ce n'est pas du tout ce que nous revendiquons. La gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences est quelque chose qui sert dans les discours, mais on ne sait pas trop ce qu'on met dedans. Et donc là aussi, il faudrait, je ne dirais pas inventer un management public, parce que je crois qu'il faut bannir cette expression, mais il faudrait savoir ce qu'on entend par là, malgré tout. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne gestion d'un service public en tenant compte de ses caractéristiques collectifs, long terme? J'en ai parlé assez souvent à des interlocuteurs syndicaux. J'ai du mal à concevoir qu'on ne pose pas comme revendication majeure aujourd'hui la révision des grilles de la fonction publique, qui sont immuables depuis 70 ans pratiquement, alors que tout a changé autour. Et alors que se pose la question de savoir comment rémunérer, non pas par des allocs et des primes, mais par la réponse à des revendications statutaires qui passent par l'indice de classement du fonctionnaire et le point d'indice, tout simplement. Est-ce qu'il faut garder les mêmes grilles dans les grandes catégories ABC? Ces catégories elles-mêmes, est-ce qu'elles doivent être considérées comme immuables ou bien est-ce qu'on doit les faire évoluer? Je trouve qu'il s'agit là de tâches d'une grande difficulté. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont difficiles qu'il ne faut pas les aborder. Et je pense que ça devrait davantage qu'on le fait actuellement constituer la consistance même des revendications majeures. Il m'avait été arrivé, je ne sais pas s'il faut reprendre ça dans l'enregistrement, d'avoir une discussion avec des responsables de la FSU avant la suppression de l'ENA qui a été entraînée par le fiasco du nouveau management public. Je disais à mes interlocuteurs de la FSU, mais c'est à vous de nous dire ce qu'il faut faire à la place de l'ENA. Elle n'avait pas été encore supprimée. Si vous qui représentez l'université, l'intelligentsia de ce pays, n'êtes pas capable de dire comment il faut générer les élites pour la gestion de l'intérêt général, qui le fera? Nous sommes dans une société où aujourd'hui à peu près 80, un peu plus, pour 80% d'une classe d'âge a le niveau du baccalauréat. Doit être à 40% qui a un diplôme de l'enseignement supérieur. Et on a encore 3 catégories. Et le diplôme de l'enseignement supérieur, c'est de plus en plus le master, c'est-à-dire le bac plus 5 qui prédomine. Et on a encore des catégories C, B, A qui ne correspondent plus à ces qualifications. Il y a un chantier énorme. Évidemment, ça coûte. On a besoin de réfléchir à comment on reconstruit tout ça. Alors ça, c'est une première évidence. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est l'idée que le fonctionnaire, il doit rendre des comptes. Il est comptable de son travail devant la société. Aujourd'hui, ça se traduit par des grilles d'évaluation, avec des indicateurs, tel pourcentage de personnes reçues dans la journée, tant de pourcents de dossiers. Les taux d'élucidation de la police, c'est typique de ce type de mode d'évaluation. C'est extrêmement restrictif.
Alors que l'intérêt général, comme le disait Anicet, est multidimensionnel, ça renvoie à quelques points, à quelques dimensions particulières de l'intérêt général. Ça ne marche pas. Mais par quoi on le remplace ? Ça mériterait effectivement un débat et une réflexion d'une certaine portée. Et c'est là que je veux dire une troisième chose, c'est que le devenir de la fonction publique, ça n'est pas seulement à débattre entre fonctionnaires. Bien évidemment, les fonctionnaires sont au premier rang, ils doivent être au premier rang de ce débat. Mais c'est un débat qui renvoie à toute la société. C'est un débat qui devrait être celui des politiques. C'est un débat qui devrait prendre en compte les usagers qui ont une expérience, ce qu'on appelle une expérience d'usage. Alors c'est compliqué, parce que la représentativité des usagers, qui représente les usagers ? À l'école, on sait à peu près, il y a des associations de parents d'élèves, il y a des gens qui votent, donc il y a une forme de représentativité. Dans d'autres domaines, ça n'existe pas, donc c'est un problème compliqué, mais si on ne traite pas ça, la question de l'alliance, si je peux dire, fonctionnaire-usager n'est pas traitée. Et si on veut avancer, il est indispensable justement de le faire.